Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la musique et de son lien avec le cerveau et le corps, de son rôle dans la motivation, l'humeur et l'apprentissage, dans une série de 2 épisodes, commençant par celui-ci. Cet épisode concerne donc la musique et votre cerveau, mais on pourrait aussi dire que la musique est littéralement votre cerveau, ou que votre cerveau est la musique, car croyez-le ou non, la musique est un phénomène neurologique. La plupart d'entre nous conçoivent la musique comme quelque chose qui se produit en dehors de nous. Les sons que nous entendons, les paroles que nous entendons, leur signification, de quelle manière cela nous ancre dans un souvenir émotionnel ou social. Il s'avère que lorsque l'on écoute de la musique, cela active presque toutes les parties de notre cerveau. De plus, lorsqu'on écoute de la musique, cela active notre cerveau de telle sorte que le cerveau lui-même et même le corps aident à créer cette musique au niveau de ce que l'on appelle les ensembles neuronaux qui concernent le déclenchement des neurones. Autrement dit, lorsqu'on écoute de la musique, notre cerveau et notre corps deviennent un instrument qui contribue à notre perception de cette musique. Nous allons voir dans cet épisode comment tout cela se produit. Nous discuterons également comment la musique peut être utilisée pour changer notre état mental et physique. Par exemple, quel type de musique écouter pour nous rendre heureux. Oui, il y a bien des études qui ont été menées sur le sujet. Et aussi pendant combien de temps écouter de la musique pour changer notre humeur ou notre état physique général, incluant comment traiter les sensations de tristesse. Vous êtes sûrement familier avec le fait que certaines musiques vous rappellent ou vous renvoient à un certain moment, à une certaine période de votre vie ou à certaines personnes, etc. Et il y a une question séculaire concernant l'écoute de musique triste qui pourrait peut-être nous aider à traiter les sentiments de tristesse ou si au contraire cela nous enfonce encore plus dans une spirale négative de tristesse. Et la bonne nouvelle est que des études ont exploré cette question également. Donc, pour la discussion du jour, nous allons expliquer comment la musique, et en particulier comment différents types de musique, activent différents circuits neuronaux dans votre cerveau pour créer différents états mentaux et physiques, comment nous pouvons utiliser la musique pour des choses telles que le traitement des émotions, changer nos émotions, ainsi que pour améliorer l'apprentissage et la mémoire. Et nous parlerons aussi de l'utilisation de la musique pour augmenter la plasticité cérébrale, qui est la capacité de votre cerveau à changer en réponse à une expérience, pas simplement en réponse à la musique, mais plutôt en utilisant la musique comme un outil pour étendre votre capacité pour la neuroplasticité, vous permettant de pouvoir apprendre plus dans d'autres domaines de la vie. Et la science autour de la musique, elle est fascinante, en plus du fait que la musique est fondamentale pour nous, dans nos vies. Et c'est vrai, hein, que vous soyez quelqu'un qui écoute souvent de la musique, ou bien que vous préférez le silence. En effet, nous verrons qu'il est préférable d'écouter de la musique ou de rester dans le silence lorsque vous faites certaines tâches, et il s'avère qu'il y a une réponse à cette question qui est très claire. Nous verrons s'il est, pardon, j'ai oublié un mot. En effet, donc si vous voulez, par exemple, un petit indice, il vaut mieux écouter de la musique entre 2 sessions de travail ou durant de courtes pauses, contrairement à écouter de la musique pendant que vous travaillez.
Et pour ceux d'entre vous qui écoutent de la musique pendant qu'ils travaillent et qui adorent écouter de la musique tout en travaillant, nous verrons ce que cela signifie à propos de votre cerveau, car cela signifie qu'il a été câblé de cette manière dans une phase particulière de développement. Et chacun d'entre vous peut apprendre aujourd'hui comment utiliser au mieux la musique pour être plus productif, mais peut-être tout simplement, tout aussi important, comment utiliser la musique pour l'enrichissement et la jouissance de la vie. Alors, c'est parti, parlons de la musique et de votre cerveau. Mais avant de pleinement se lancer, attardons-nous rapidement sur quelque chose d'absolument remarquable à propos de la musique. Si vous pensez au langage, quelqu'un peut vous décrire un vers, une pomme, une histoire, un visage. Il peut vous décrire un nombre presque illimité de choses et vous pouvez faire pareil pour cette personne. Le langage est essentiellement infini dans le nombre de choses qu'il peut expliquer et dans la manière de les expliquer. Et si vous pensez à la musique, à condition qu'il n'y ait pas de paroles dans cette musique, ne peut pas expliquer la forme d'un verre, d'une pomme. Elle ne peut même pas vous dire qu'il y a un verre ou une pomme présent dans la pièce ou sur une table. Elle ne peut pas vous dire à quoi ressemble un visage et ne peut pas vous dire ce que la personne à qui appartient ce visage a fait ou est en train de faire. Donc, on pourrait penser que d'une certaine manière, la musique est limitée en termes de sa profondeur comparée au langage. Mais si vous prenez du recul et que vous pensez à ce que la musique peut faire, c'est impressionnant et ça surpasse, ça écrase même ce que le langage peut faire. Que peut faire la musique? Eh bien, même en l'absence de paroles, en l'absence de mots dans la musique peut décrire une émotion. Et même plus, la musique peut décrire plusieurs types d'émotions et elle peut le faire avec beaucoup de nuances. C'est-à-dire pas simplement communiquer la joie ou la tristesse, mais plutôt différents degrés de joie ou de tristesse. La musique peut être utilisée pour transmettre un sentiment de nostalgie, un sentiment d'admiration, etc., etc. Donc, bien que la musique ne peut pas décrire des noms très bien, elle peut magnifiquement décrire les émotions. Et non seulement la musique peut décrire les émotions avec un énorme degré de nuance, la musique peut évoquer les émotions avec un énorme degré de nuance. Et c'est spectaculaire. Et pas seulement spectaculaire, c'est aussi important car au plus nous allons avancer dans cet épisode et dans le prochain, au plus vous allez réaliser qu'il est très probable, et il y a assez de données scientifiques qui soutiennent le fait, que la musique a évolué avant la langue parlée. De plus, il est fort probable que chanter est apparu avant le langage parlé et que la musique, le chant et la danse ont tous évolué avant le langage parlé, rendant la musique, le chant et la danse, mais même la musique toute seule, sans parole ni mouvement corporel, comme étant la forme fondamentale de la communication humaine. En effet, la musique peut susciter l'empathie. Et encore une fois, nous parlons de la musique en l'absence de toute parole. Et quand je dis que la musique peut susciter l'empathie, je ne parle pas de l'empathie où vous regardez quelqu'un et vous hochez la tête et vous comprenez la situation de la personne en face. Ce qui est de l'empathie cognitive, qui est importante bien sûr pour les relations humaines. Et je ne parle pas non plus de l'empathie émotionnelle, où vous ressentez ce que l'autre ressent, même si vous ne pouvez jamais vraiment savoir ce que quelqu'un ressent réellement. Vous ne pouvez qu'avoir une idée de ce qu'il ressent, et vous avez une idée de ce que vous ressentez. Et il est très compliqué, si ça n'est pas impossible, de comprendre ce que quelqu'un d'autre ressent, car nous avons déjà du mal à comprendre ce que nous ressentons nous-mêmes réellement. Et il est certainement difficile d'expliquer ce que l'on ressent avec des mots,
de telle sorte que cela puisse transmettre la manière dont nous nous sentons avec toutes les nuances qui représentent notre réalité. Même dans un état de bonheur ou de malheur extrême, les mots ne suffisent pas à expliquer, ne suffisent pas à décrire ce que l'on ressent à l'intérieur. Mais comme nous venons de le décrire, la musique peut non seulement décrire les émotions, mais elle peut aussi susciter ces émotions en nous. Ce faisant, elle peut susciter des émotions qui nous donnent un sentiment d'empathie pour la personne qui joue la musique ou simplement pour d'autres personnes dans le monde. Et la musique peut faire cela aussi fort, car non seulement la musique arrive par nos oreilles, et nous allons discuter de comment les sons sont convertis en ce que nous percevons comme étant de la musique plus tard, car en effet, la musique vient dans nos oreilles, et on peut donc l'entendre bien sûr, mais les cellules nerveuses, les neurones dans notre cerveau, ainsi que les cellules nerveuses dans notre corps, peuvent être activées par la musique de telle sorte que le déclenchement de ces neurones, littéralement la fréquence des impulsions neuronales, correspond à la fréquence des sons que vous entendez dans votre environnement extérieur. Autrement dit, quand vous écoutez de la musique, non seulement cette musique arrive dans votre corps grâce à vos organes sensoriels, à votre ouïe, mais votre corps lui-même est un instrument jouant cette musique de l'intérieur. Donc par exemple, si vous écoutez une musique qui a une touche de légèreté, qui suscite chez vous un sentiment par exemple de changement de saison, par exemple de l'hiver vers le printemps, quelque chose qui est commun dans la musique classique, mais aussi des autres formes de musique, dans d'autres formes de musique. Quand vous écoutez cette musique, elle va en effet passer dans vos oreilles, mais le déclenchement des neurones dans votre cerveau et votre corps répondant à ces fréquences particulières de son est à tel point que votre corps lui-même devient un instrument jouant cette sensation du passage de l'hiver au printemps en vous. C'est pourquoi votre corps commence à se sentir élevé dans certains cas, où il commence à ressentir une sorte de légèreté dans d'autres cas, et un ensemble d'émotions commence à être recruté et qui ressemble, en tout cas pour vous, au changement de saison entre l'hiver et le printemps. Ça peut paraître complexe, mais nous allons décortiquer ce processus composant par composant. Mais ce que je viens de dire, en gros, c'est que lorsque vous écoutez de la musique, non seulement vous entendez cette musique, mais votre corps, c'est-à-dire vos neurones et même vos hormones comme l'ocytocine et d'autres hormones dans votre cerveau et votre corps, dont nous reparlerons, contribuent à une symphonie d'émotions depuis l'intérieur de votre corps et de votre cerveau. Ok, donc même si la musique ne peut pas décrire des objets, elle peut expliquer de façon très nuancée les émotions et elle peut susciter des émotions en nous. Et si cela n'est pas déjà génial, la musique peut non seulement décrire et susciter les émotions, elle peut aussi impliquer une intention. Par exemple, à une percussion que vous allez entendre au loin. Donc si vous entendez, pardon, j'ai oublié un mot. Pensez par exemple à une percussion que vous allez entendre au loin, et on ne parle pas d'une percussion du type ta 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 ta, pas ce genre de percussion, mais plutôt une percussion du type doom, 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 doom. Et peut-être que la cadence de la percussion évolue en approchant, devenant de plus en plus fréquente. Doom, 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 doom. Quelle est l'intention qui est impliquée ici? Et nous savons de plusieurs études, et vous le savez grâce aux films, aux séries que vous avez vues, que cette sorte de percussion basse fréquence, dont la cadence augmente en approchant, implique l'intention de nuire, d'agresser ou de la guerre, ou cela implique au moins que quelque chose de sérieux est sur le point d'arriver. Maintenant, comparez ça avec une fréquence sonore différente, jouée à une cadence différente. Taratata, taratata. Cette seconde percussion
est bien moins claire sur ce qu'elle signifie, sur l'intention. Mais si on la contraste avec la percussion précédente qui transmet une sensation d'intention agressive, doum, 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 ce que l'on crée alors est une juxtaposition de deux états émotionnels différents en vous peut-être, ou peut-être que vous ne répondez pas à cela avec un changement émotionnel robuste, mais deux ensembles distincts, séparés d'intention, sont transmis ici. Maintenant, bien sûr, le langage parlé peut aussi transmettre des intentions en disant des choses comme par exemple «Comment puis-je t'aider aujourd'hui?» ou bien «Je vais te tuer». Donc, bien sûr, vous pouvez faire ça avec le langage parlé et vous pouvez même changer l'intonation ou la fréquence, dire «Je vais te faire mal» ou «Je vais te faire mal». Ça n'est pas la même chose, ou même si on pose la question. Donc oui, il y a la possibilité d'apporter de la nuance avec le langage en fonction d'où on place les accentuations dans nos mots et nos phrases. Mais avec la musique, quand un sentiment d'intention est transmis, il est aussi transmis dans tout le corps, euh, il est aussi transmis, pardon, dans tout le corps de celui qui reçoit la musique, si vous vous en souvenez, pas seulement envoyé dans son oreille. Et quand nous faisons ça, nous mobilisons un grand nombre de circuits neuronaux qui ne sont pas juste impliqués dans la compréhension ou dans un sentiment d'empathie pour une émotion, mais qui peut recruter le mouvement ou les circuits prémoteurs dans le corps, comme on les appelle. Les circuits prémoteurs sont les neurones qui commencent à se déclencher avant qu'un schéma particulier d'action soit généré. Et quand nous entendons de la musique qui transmet des émotions, qui suscite des émotions, et en particulier quand nous écoutons de la musique qui transmet un sentiment d'intention depuis l'extérieur, nous aussi, nous commençons à sentir un besoin de bouger ou de répondre à cette musique de cette manière. Maintenant, ce que l'on vient de décrire n'est pas quelque chose que l'on apprend, c'est inné chez l'être humain. Comment le savons-nous? Eh bien, il y a de très belles études qui ont exploré comment les bébés répondent à la musique, plus précisément à comment les bébés répondent à différents types de musique et à des fréquences sonores spécifiques, à l'espacement entre des notes particulières, etc. Il a été démontré, par exemple, que des bébés âgés de seulement 3 mois répondent à la musique de façon très différente par rapport aux autres formes de sons. Bien sûr, des bébés de 3 mois ne parlent pas. Donc, vous pouvez toujours leur demander: «Est-ce que cela sonne comme de la musique? Qu'est-ce que cela te fait ressentir?» etc., etc. Mais bon, ils ne répondront pas, en tout cas, pas avec la cohérence, pas avec de la cohérence, car ils ne disposent pas encore du langage parlé à 3 mois, évidemment, ou alors ils sont extrêmement précoces. Mais malgré l'absence de langage, nous savons que des bébés de 3 mois répondent à la musique, car ils le font avec des mouvements rythmiques de leurs membres, donc bras et jambes, et aussi de leur buste. Nous aborderons un peu plus tard la problématique de quel type de musique suscite le mouvement du buste vs le mouvement des membres ou le mouvement du buste et des membres. Et il y a vraiment une histoire intéressante qui se rapporte à quel point les neurones moteurs, c'est-à-dire les neurones qui font bouger la musculature, sont primitifs ou évolués, et à quel point la musique qu'une personne écoute est elle-même primitive ou évoluée. Et juste pour vous donner une idée d'où on va avec ça, dans cette étude où les chercheurs ont étudié la réponse d'un très jeune bébé à la musique, ce qu'ils ont trouvé est que certaines fréquences sonores suscitaient des mouvements chez les bébés, mouvements rythmiques avec majoritairement leur buste et leur tête, ou alors qu'avec d'autres fréquences, pardon, cela a suscité des mouvements des membres plutôt que du buste des bébés. Et d'autres fréquences encore ont suscité le mouvement de tout à la fois, le buste, les membres et la tête. En d'autres termes, les bébés étaient en train de danser. Et si vous avez fait attention aux personnes qui dansaient lors d'une fête,
lors d'un mariage, etc., vous avez sûrement constaté les trois types de mouvements. Buste seul, membre seul ou mélange des deux. Et oui, bien sûr, cela est lié à la compétence qu'ont les personnes pour danser, le confort sur le dance floor, etc. Mais il y a des règles universelles concernant comment certaines fréquences et certains schémas de son, c'est-à-dire de la musique, suscitent certains types de mouvements corporels chez nous, qu'on soit bon danseur ou très mauvais comme moi-même. Donc, avant même de savoir parler ou danser, dès un très jeune âge, les bébés, et donc par extension les êtres humains, dansent en entendant de la musique avant même de savoir ce qu'est la musique, et cela souligne un point important sur lequel nous reviendrons encore et toujours dans cet épisode, qui est que les systèmes dans le cerveau qui répondent spécifiquement au son, pas juste au son, mais aux sons musicaux en particulier, sont intimement liés aux circuits du corps qui génèrent les mouvements. Et c'est très important de le comprendre, surtout quand on va parler de la musique et du sentiment de motivation. Donc, la liste de choses incroyables que la musique peut susciter en nous par le biais de comment elle active notre système nerveux et notre corps est en train de gentiment s'allonger. Nous avons vu comment la musique peut transmettre des émotions, comment la musique peut susciter des émotions et comment la musique peut transmettre des émotions. J'ai la phrase en double, ça c'est fou. Et comment, pardon, du coup, la musique peut transmettre une intention. Tout comme comment la musique peut générer des actions en nous. Donc c'est une liste assez impressionnante si vous y pensez. De plus, la musique engendre des changements dans notre physiologie corporelle qui s'étendent au-delà du système nerveux, même s'il y a un lien tout de même avec le système nerveux. En particulier, il y a pas mal d'études qui ont exploré comment la musique impacte des choses telles que la pression sanguine, la fréquence cardiaque au repos, et d'importantes découvertes ont été faites depuis quelques années, car ça fait longtemps que l'on sait que la musique peut changer plusieurs marqueurs de santé. Il y a pas mal d'études sur le sujet. Dans la description, il y a un lien vers une méta-analyse. Et ces études, elles ont montré que si une personne écoute entre 10 et 30 minutes de musique par jour, et au passage, la sélection de musique dans ces études comprenait du rock, du classique, de la country, de la pop, etc. Bref, en général, il était demandé aux participants, en gros, quelle était leur musique préférée, et les chercheurs leur faisaient écouter ce genre de musique pendant 10-30 minutes par jour. Ce qui est important quand même de noter, c'est que les participants ne faisaient rien d'autre. C'est-à-dire que, par exemple, ils étaient ben, assis, et ça, vous pouvez par exemple le faire vous-même dans votre journée. Voilà, vous allez faire une petite balade, vous vous asseyez à un endroit, vous mettez vos écouteurs et vous mettez vos écouteurs et pendant 10 à 30 minutes, vous vous posez, vous êtes assis, vous faites rien d'autre qu'écouter de la musique. Voilà, les participants étaient pas en train de faire du sport, de cuisiner, de faire ci et ça, non, non. Ils étaient juste en train d'écouter de la musique, ils étaient assis, allongés, bref, les yeux fermés, ouverts, comme vous voulez. Et quand on regarde les méta-analyses de ces études, ce que l'on trouve est que presque tous les participants ont constaté des effets significatifs. Il y a des changements statistiques significatifs de la physiologie corporelle des personnes qui ont volontairement écouté de la musique pendant 10 à 30 minutes par jour. Il a été trouvé que la fréquence cardiaque au repos est diminuée, si ce n'est pendant l'écoute de la musique, au moins après l'écoute de la musique. La variabilité de la fréquence cardiaque, ou la VFC, elle, elle a quant à elle tendance à augmenter. On va faire une petite parenthèse, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la VFC, quand elle augmente, c'est une bonne chose car la VFC reflète l'équilibre de l'activation du système nerveux sympathique, le système nerveux fight or flight en anglais, donc qui est plutôt associé vers un état d'alerte, d'action, etc.
Le système nerveux sympathique, il ne concerne pas l'empathie. C'est ce système qui fait augmenter votre fréquence cardiaque. Il a tendance à vous mettre dans un état d'alerte ou favoriser, en tout cas, comme je l'ai dit, le mouvement et l'action. Tandis que le côté parasympathique de notre système nerveux autonome, souvent appelé le Rest and Digest System, ils aiment bien, vous avez remarqué les Anglais faire des choses qui riment, hein, Fight and Flight, Rest and Digest. Il concerne le système parasympathique, il concerne les états de relaxation, de calme, etc. Donc pour en revenir à la VFC, elle reflète un freinage périodique de fréquence cardiaque et de la respiration et d'autres aspects de la fonction de notre système nerveux qui travaillent aux côtés de l'activation sympathique. Pensez à l'activation sympathique comme un accélérateur et l'activation parasympathique comme un frein. Et quand la VFC est plus élevée, cela reflète le fait que notre système nerveux parasympathique est activé périodiquement et réduit notre fréquence cardiaque et notre respiration. Donc, c'est une bonne chose. La musique semble avoir cet effet d'activer cet aspect parasympathique de notre système nerveux et, et nous sommes en train donc d'appuyer sur les freins de temps en temps, réduisant notre fréquence cardiaque et notre respiration. Autrement dit, lorsqu'une personne écoute de la musique pour une période dédiée tous les jours pendant 10-30 minutes, certaines études sont allées jusqu'à 60 minutes aussi, mais 10-30 minutes, c'est très bien, hein. Par exemple, si vous avez un trajet en train ou en bus, voilà, vous n'avez rien à faire, vous mettez de la musique. Et ce qui a été trouvé est que la VFC, elle a tendance donc à augmenter, et pas juste pendant la période de l'écoute de la musique, et c'est ce qui importe, mais la VFC, elle augmente 24 heures sur 24 chez les sujets, même durant le sommeil, ce qui rend l'écoute de votre musique préférée tous les jours pendant 10 à 30 minutes pas simplement un protocole agréable, bien qu'écouter sa musique préférée est tellement bien que on ne qualifierait pas ça de protocole. Mais si vous voulez une bonne excuse pour écouter votre musique préférée pendant 10 à 30 minutes par jour sans rien faire d'autre à côté, car c'est ce qui a été fait comme je l'ai dit dans les études, eh bien on a constaté l'augmentation de la VFC sur une journée, ce que l'on sait bénéfique pour votre santé mentale et physique en général. Ok, il y a donc des dizaines, voire des centaines d'études qui ont exploré comment la musique impacte notre physiologie. Et comme je viens de le mentionner, il semblerait qu'écouter de la musique que nous aimons pendant 10, 30, voire 60 minutes par jour permet d'améliorer notre physiologie et certains marqueurs de santé, en particulier la variabilité de la fréquence cardiaque. Maintenant, à la lumière des effets positifs sur la santé de l'écoute de la musique, il y a une méta-analyse assez intéressante dont le titre est Effects of Music on the Cardiovascular System. Bon, avec le titre de ce papier, hein, les effets de la musique sur le système cardiovasculaire, vous pouvez vous dire que c'est encore une méta-analyse qui explore comment la musique impacte la VFC et les choses du genre. Mais ce qui est intéressant à propos de cette étude est qu'elle identifie que la manière dont l'écoute de sa musique préférée impacte. Enfin, en fait, pardon, pourquoi je rajoute un que? Euh, Elle identifie la manière dont l'écoute de sa musique préférée impacte positivement le système cardiovasculaire, ainsi que d'autres aspects de la physiologie. Et c'est très probablement pas au travers de changements direct sur la fréquence cardiaque, simplement par l'écoute de la musique, mais plutôt au travers de changements dans la respiration. Et cela est vrai même si les personnes n'étaient pas en train de chanter les paroles. Le lien entre la fréquence cardiaque et la respiration est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur le podcast, mais pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, voyons en quelques phrases les liens et mécanismes entre la fréquence cardiaque et la respiration. Tout d'abord, lorsque vous inspirez volontairement, plus vigoureusement ou pendant plus longtemps par rapport à ce que vous aurez fait naturellement,
Donc, par exemple, si j'inspire vigoureusement par le nez, quelque chose de très spécifique arrive à votre fréquence cardiaque. Elle augmente. Tandis que quand vous faites l'inverse, c'est-à-dire quand vous expirez volontairement plus vigoureusement ou pendant plus longtemps qu'en temps normal, alors je vais pas forcément le faire parce que ça va pas être très agréable dans vos oreilles sinon, ou même hein, une expiration plus courte mais vigoureuse, eh bien vous allez ralentir votre fréquence cardiaque. Et cela est dû à un phénomène appelé l'arythmie sinusale respiratoire, qui à cause du mot arythmie sonne comme une mauvaise chose, mais c'est en réalité une chose merveilleuse. Ça a un lien avec un muscle particulier du corps que l'on connaît sous le nom de diaphragme, qui, lorsque vous inspirez, eh bien, vos poumons se remplissent d'air, ce qui fait descendre le diaphragme, ce qui donne un peu plus de place au cœur, qui devient plus gros, de façon temporaire, mais plus gros quand même. Et quand il fait ça, peu importe le volume de sang présent dans le cœur, le sang bouge dans un espace plus grand. Donc, on a la même quantité de sang qui bouge dans un volume plus grand, et le système nerveux interprète cela comme le sang bougeant plus lentement dans ce gros cœur temporaire. Par conséquent, il y a un signal qui est envoyé à plusieurs stations du système nerveux vers le cœur afin de l'accélérer. En d'autres termes, comme je l'ai évoqué précédemment, quand vous inspirez, votre fréquence cardiaque a tendance à augmenter. Inversement, lorsque vous expirez, vos poumons rejettent de l'air, faisant remonter votre diaphragme, et par conséquent, le cœur a moins de place et il devient temporairement plus petit. Et quand ça arrive, le volume de sang bouge plus rapidement au niveau du cœur et c'est détecté par le système nerveux qui déclenche un signal neuronal dans la branche parasympathique du système nerveux autonome, ce qui signifie simplement qu'un signal neuronal est envoyé à votre cœur à chaque fois que vous expirez afin de ralentir votre fréquence cardiaque. Donc, les effets bien établis de l'écoute de votre musique préférée augmentant votre VFC ne sont pas une interaction directe entre les sons qui passent par vos oreilles et la fréquence cardiaque pendant que vous écoutez de la musique. C'est ce que je pensais au début en voyant les premiers résultats. Mais cette méta-analyse récente, elle sépare les variables des différentes études et elle illustre que lorsque vous écoutez de la musique, vous êtes inconsciemment, la plupart du temps, en train de changer le schéma de votre respiration. Vous inspirez en anticipation de certaines choses qui arrivent dans la musique. Vous expirez lorsque vous sentez un relâchement de la tension. Vous êtes enthousiaste ou peut-être que vous êtes triste, heureux, nostalgique, etc. Vous êtes peut-être même en train d'écouter une musique que vous ne trouvez pas particulièrement impactante pour votre physiologie à un niveau fondamental, mais en fait, ça l'est. La musique, elle est capable d'atteindre votre système nerveux en dehors de votre conscience et de littéralement tourner les différents boutons, si vous voulez, de votre système cardiovasculaire, de votre appareil respiratoire, le diaphragme, les poumons. Elle peut susciter l'arythmie sinusale respiratoire, qui sonne toujours comme une chose terrible, mais qui est en réalité le reflet d'un système nerveux et d'un cœur en bonne santé. Et ce faisant, oui, la musique augmente la VFC, qui est bénéfique pour tout le monde, mais elle réussit à le faire en changeant votre schéma de respiration. Donc, si comme moi, vous vous êtes déjà demandé pourquoi la musique peut changer de manière, peut changer la manière dont on se sent aussi bien, eh bien, elle le fait en agissant à un niveau profond et fondateur de votre système nerveux, en fait, à des niveaux de votre système nerveux qui ne sont généralement pas dans votre conscience, car vous n'êtes probablement pas en train de vous dire: «Oh, on arrive au moment du refrain avec ce cœur, et c'est là que j'expire à chaque fois» ou «C'est toujours là que je retiens ma respiration», ce genre de choses. Vous n'avez pas ce genre de pensée pendant que vous écoutez de la musique. Non, la plupart des personnes écoutent de la musique qui passe par leurs oreilles, elles expérimentent certaines sensations dans leur corps, peut-être qu'elles bougent leurs bras ou leurs bustes ou les deux,
ou peut-être qu'elles ne bougent pas du tout, elles écoutent juste dans leur tête, ou peut-être que c'est juste dans le fond de la pièce, etc., en dessous de la conscience, et malgré tout, cette musique communique des émotions, elle en suscite, elle communique des intentions, elle active les circuits prémoteurs qui vont vous donner envie de bouger et nous parlerons, de la danse un peu plus tard. Même si vous ne dansez pas, même si vous ne bougez pas d'un poil, votre schéma de respiration change avec l'arythmie sinusale respiratoire, votre fréquence cardiaque change et avec ces changements de fréquence cardiaque, votre VFC augmente. Donc si vous avez besoin d'un protocole facile d'utilisation qui améliore votre santé mentale et votre santé physique, eh bien, écoutez sa musique favorite pendant 10, 30 minutes, peut-être même 60 minutes ou plus par jour, c'est ce protocole. Donc j'espère que c'est en train de devenir clair à quel point la musique est puissante pour susciter différentes réponses physiologiques en vous, c'est-à-dire dans votre cerveau et dans votre corps. Mais il y a, il y a une chose supplémentaire, il y en a une supplémentaire qui est particulièrement intéressante, car elle traite et répond à une question très posée: «Comment puis-je être plus motivé?» ou «Que puis-je faire pour me sentir motivé, pour maintenir ma motivation dans le temps?» Et pour faire cela, vous pouvez entendre de nombreuses stratégies différentes. La stratégie de fais-le tout simplement, hein, le just do it, un super slogan que Nike a inventé et qui persiste jusqu'à aujourd'hui et qui est bien ancré dans la culture occidentale. Et oui, cette stratégie du fais-le tout simplement peut être bien, mais pour beaucoup de personnes, entendre quelqu'un leur dire ou se dire à soi-même fais-le tout simplement n'est pas quelque chose qui suscite l'action chez elles. D'autres personnes vont écouter des discours motivants ou regarder des vidéos motivantes ou lire des livres motivants ou encore prendre un coach. Autrement dit, les gens investissent beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour essayer d'être plus motivés. Et pour la discussion du jour, eh bien la musique nous offre un outil puissant pour augmenter la motivation et cela parce que, une des propriétés fondamentales de l'écoute de la musique est que cela suscite l'activation des circuits moteurs et prémoteurs dans le corps et le cerveau, c'est-à-dire les circuits neuronaux dont le travail spécifique est de mobiliser le corps pour le faire passer de son état et de sa position actuelle à un nouvel état et une nouvelle position. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui écoutent de la musique pendant ou avant de faire de l'exercice, vous êtes définitivement sur la bonne voie, mais si vous ne le faites pas, c'est pas grave non plus. Moi, je ne le fais jamais personnellement. Ce que je vais décrire à présent sont les ensembles spécifiques de circuits neuronaux activés par l'écoute de la musique. Comme évoqué précédemment, écouter de la musique active un nombre très important de circuits neuronaux dans le cerveau et le corps, à tel point que si vous prenez n'importe quelle étude sur la musique dans laquelle un scan du cerveau a été réalisé, vous allez trouver des impacts de la musique littéralement de partout, même au niveau du système olfactif, qui est responsable de l'odorat bien sûr, où il semble y avoir des changements en termes de déclenchement neuronal, de libération de substances chimiques neuronales. Ce qui peut vous amener à croire qu'en fait, écouter de la musique est simplement un activateur général et non spécifique du système nerveux, que ça allume juste toutes les lumières. Mais ça n'est pas le cas. La musique active différents circuits neuronaux de manière différente dans le temps et dans l'espace pour susciter tout un ensemble de réactions spécifiques dans votre cerveau et dans votre corps, et non des moindres avec la propension à bouger, et c'est quelque chose dont vous pouvez tirer parti. Nous verrons un protocole qui tire justement parti de la musique afin de grandement améliorer votre état de motivation. Ok,
Nous sommes arrivés dans la partie de cet épisode dans laquelle nous allons parler de certains circuits neuronaux spécifiques, mais je peux vous assurer que vous allez comprendre, que vous soyez un neurobiologiste ou que vous n'ayez jamais eu un seul cours de biologie dans votre vie. On va faire en sorte que ce soit clair et facile à comprendre. Comme discuté plus tôt, lorsque vous écoutez de la musique, cela active beaucoup de circuits dans votre cerveau et votre corps. Et quand je parle de circuits, j'entends des neurones, des cellules nerveuses qui communiquent entre elles dans une sorte de chaîne de réaction. Et quand je dis qu'elles communiquent entre elles, c'est lié au fait que lorsque les neurones sont activés, ils libèrent des substances chimiques, ce que l'on appelle des neurotransmetteurs, tels que le glutamate, le GABA, ou bien que l'on nomme des neuromodulateurs, tels que la dopamine, la sérotonine par exemple. Les noms ne sont pas importants pour les besoins de la discussion du jour, mais ce que ces choses font, c'est qu'elles influencent la probabilité que le neurone suivant soit plus ou moins actif. Donc, les neurones parlent la langue de l'électricité en quelque sorte, car c'est grâce à ça qu'ils peuvent générer la libération de ces substances chimiques. Donc, les neurones parlent aussi la langue de la chimie, car ils crachent, entre guillemets, les substances chimiques qui vont se garer dans les places sur le prochain neurone, ce que l'on appelle des récepteurs. Et puis, le neurone suivant est activé électriquement, puis le neurone d'après, etc., etc. C'est une chaîne de réactions électrochimiques. Quand les gens écoutent de la musique, il y a une activation plus élevée du cortex préfrontal, la zone de votre cerveau qui est juste derrière votre crâne euh, et juste derrière votre front, plus ou moins. Et cette zone de votre cerveau est impliquée dans de très nombreuses choses différentes. Elle est impliquée dans la compréhension du contexte, donc quels comportements, quelles pensées, quelles actions sont appropriées dans tel ou tel environnement. Au passage, si vous avez été dans un environnement où tout le monde est silencieux et que vous vous êtes demandé ce qui vous retenait de crier très fort votre prénom ou de dire quelque chose de totalement inapproprié, votre cortex préfrontal est celui qui vous donne ce chut, qui inhibe cette impulsion de dire quelque chose d'inapproprié. Mais rassurez-vous, le fait d'avoir des pensées impulsives comme ça dans ce genre d'environnement, c'est tout à fait normal. Elles reflètent un sens accru de normalité, car votre cerveau est en train de penser comment ne pas faire ça. De même, lorsque vous êtes sur un pont derrière la barrière, restez-y quand c'est le cas, s'il vous plaît. Ce qui vous empêche de vous jeter sans aucune raison est encore une fois votre cortex préfrontal. Il supprime certaines actions en fonction du contexte, en particulier les actions qui sont dangereuses pour votre intégrité physique et aussi des actions qui sont dangereuses pour les autres, socialement et physiquement. Maintenant, pour pouvoir faire ça, le cortex préfrontal a aussi une super capacité pour faire des prédictions. Concentrons- Concentrons-nous sur cette fonction-là du cortex préfrontal pour le moment. Votre cortex préfrontal est très bon pour faire si A, alors B. Si je dis ça, alors tout le monde va être choqué. Ou si je dis ça, tout le monde va rire. Ou si je ne dis rien, alors je suis en sécurité, etc., etc. Le cortex préfrontal est activé lorsque vous écoutez de la musique, car il y a certaines régularités qui sont souvent décrites comme des motifs ou des mélodies ou des chœurs dans la musique. Donc, votre cortex préfrontal est activé lorsque vous écoutez de la musique, car il essaie de prédire ce que vous allez entendre par la suite, basé sur ce que vous êtes actuellement en train d'entendre et sur ce que vous avez entendu déjà par le passé. Et vous avez déjà expérimenté cela si vous écoutez un album du début à la fin
ou une playlist que vous connaissez très bien sans changer l'ordre des musiques. Quand une certaine musique se termine, vous êtes déjà en train d'anticiper le début de la prochaine dans votre tête, et cela souligne la fonction prédictive du cortex préfrontal. Donc même si les musiques sont toutes d'un artiste différent dans une playlist, si vous la connaissez très bien, alors vous allez à chaque fois anticiper quelle musique va probablement être jouée par la suite, et c'est à cause de ou grâce à votre cortex préfrontal. Et c'est vraiment important car une des choses clés à propos de la musique est sa capacité à susciter un sentiment de surprise ou de délice à travers, au travers de la libération d'un neuromodulateur, la dopamine, dont on reparlera un peu plus tard. Et c'est lié au fait que cette machine de prédiction est en train de se dire: «Oh, j'ai entendu cet ensemble de notes il n'y a pas si longtemps et je vais l'entendre encore une fois là.» Mais quand ça change, quand ça n'est pas ce que votre cerveau et ce que votre cortex préfrontal avait prédit, il se dit: «Attendez une seconde, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais.» Et il fait parfois cela avec un sentiment de délice, en se disant: «Ouh, j'aime bien ça.» Ou des fois, il se dit: «Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me plaît pas du tout.» Ou alors: «J'aime bien le début de cette musique, mais pas du tout la fin.» On pourrait voir ça comme un plat qui semble très appétissant de l'extérieur, et au moment où on atteint le cœur du plat, il y a soit quelque chose d'inattendu que l'on trouve agréablement bon, soit quelque chose d'inattendu que l'on trouve mauvais. Et il y a des musiques qui prodiguent le même effet lorsque les prédictions du cortex préfrontal sont fausses, amenant de la nouveauté. Et quand cette nouveauté est plaisante, quand vous aimez ce que vous entendez, eh bien, la dopamine est déployée en vous, mais quand cette nouveauté est déplaisante, il y a typiquement une réduction de la quantité de dopamine libérée dans un ensemble différent de circuits neuronaux en dessous du niveau de dopamine qui était présent avant, ce que l'on appelle le niveau de base ou de référence de la dopamine. Donc, lorsque vous écoutez de la musique, il y a une forte activation de la machine de prédiction dans votre cerveau, et il y a aussi l'activation des circuits dans votre cerveau qui enregistrent la nouveauté. Ce sont des circuits comme l'aire tegmental ventral ou les noyaux accumbens. Très dur à dire, accumbens. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de connaître ces noms. Ce sont des zones du cerveau qui contrôlent la libération de la dopamine dans le temps en fonction de ce que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment. Donc, la voie mésolimbique, souvent appelée la voie de la récompense, mais qu'on pourrait appeler la voie du renforcement. Mais attention, la voie mésolimbique fait plein d'autres choses. Elle ne s'occupe pas que de la dopamine, elle s'occupe aussi de la sérotonine et d'autres choses. Mais pour la discussion du jour, voyons la joie, voyons la voie mésolimbique comme déployant la dopamine, ce qu'elle fait quand vous entendez quelque chose de nouveau, c'est-à-dire euh, pas ce que vous aviez prédit. Et il y a d'autres circuits et d'autres aires du cerveau activés par la musique, et on va en lister quelques-uns. Et encore une fois, tout ceci n'est pas fait pour vous embrouiller ou pour ajouter de la nomenclature inutile. Mais comme nous sommes sur un podcast qui parle de science, je pense qu'il est pertinent de mentionner l'activation forte de l'amygdale, qui est une zone du cerveau faisant partie d'un ensemble plus large de circuits associés avec l'excitation, signifiant devenir plus alerte, devenir plus conscient des choses qui nous entourent et des stimuli sensoriels particuliers qui arrivent à des instants particuliers, comme certaines notes, paroles d'une musique. Et la musique active aussi d'autres zones du cerveau, comme le gyrus para-hippocampique, le cortex de l'hippocampe, zone qui encode et stocke les souvenirs.
Et c'est sûrement quelque chose avec laquelle tout le monde est familier. Quand vous entendez certaines musiques ou certains sons qui sonnent comme certaines musiques, et même des musiques que vous n'avez jamais entendues, peuvent susciter un sentiment de nostalgie, de désir ardent pour quelque chose, de manque d'une personne, de tristesse ou de joie et de bonheur, ou des souvenirs positifs à propos de quelqu'un ou de quelque chose. En effet, je ne pense pas me tromper en disant qu'écouter une musique particulière ou juste un bout de musique, plus que toute autre expérience, peut invoquer une tonne de souvenirs et d'émotions en nous. Et c'est grâce à la capacité de la musique d'activer le gyrus para-hippocampique. Et plutôt que de faire un catalogue des différentes zones du cerveau qui sont activés par la musique. Ce que j'essaye de faire, c'est d'expliquer comment, en activant ces zones particulières, notre cerveau, de notre cerveau, pardon, comment la musique est capable de créer des composants différents de ceux avec quoi nous sommes familiers avec notre expérience de la musique. Donc, les prédictions du cortex préfrontal, la nouveauté au niveau de la voie mésolimbique, un sentiment d'émotion et d'alerte avec l'amygdale, les souvenirs émotionnels liés à certaines musiques avec le gyrus para-hippocampique. Ne vous est-il jamais arrivé de réentendre une musique vous rappelant des vacances où vous aviez des tongs bleus flashy, où vous vous étiez fait des copains, où il y avait un groupe de jeunes qui étaient peut-être méchants avec vous et tout un tas d'autres choses liées à ces vacances en particulier, qui ressurgissent simplement en entendant une musique 20 ans plus tard? Parce que je suis presque sûr que c'est déjà arrivé à tout le monde. Bref, on en a terminé pour sur ce premier épisode qui était euh, surtout, on va dire, un épisode donc plutôt axé sur la physiologie. Alors, on a vu quand même hein, que la musique pouvait transmettre, susciter des émotions, des intentions, etc. Donc, on a vu déjà pas mal de choses que la musique pouvait faire. Et dans le prochain épisode, on rentrera bien plus en détail sur tout l'aspect motivation, productivité, etc., etc. Je vous le promets. Donc on en a terminé pour cet épisode. Merci encore une fois de suivre ce podcast. N'oubliez pas qu'il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute euh, et que les formats courts sont également disponibles sous forme audio et sur toutes les plateformes d'écoute. Nous, on se retrouve eh bien, mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers à 18 h. Et évidemment, le jeudi et le samedi à 18 h pour des nouveaux formats courts. Et sur ce, eh bien, comme toujours, je vous souhaite une excellente journée.